Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre édition spéciale consacrée aujourd'hui à nouveau à l'Ukraine. L'armée russe a fini par évacuer toute la Syrie d'Azovstal, devenue le point focal de la bataille de Mariupol. Azovstal est purgé, nettoyé de tous ces hommes armés qui trouvaient refuge pour résister aux troupes russes, quitte à prendre des civils comme otages, des boucliers humains qui serviront de prétexte le moment voulu. Azovstal, c'est aussi le mystère qui n'a pas livré tous ses secrets et ses dessous. Qui sont ces hommes armés? D'où vient-il et pour qui roule-t-il? Des questions que le temps et les aveux des évacués se chargeront d'y répondre. Pendant ce temps, les yeux restent rivés sur l'est de l'Ukraine. Plus que jamais, cette région du Donbass devient l'enjeu et la stratégie dans le même temps. Pour nous en parler, nous recevrons toujours avec autant de plaisir M. Gamal Abina, expert en questions internationales. Il est avec nous par Skype depuis Paris. Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Plaisir partagé. Merci de l'avoir accepté. Depuis Paris et par Skype aussi, Monsieur Dimitri de Koshko. Monsieur de Koshko, bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur. Pour aller directement dans le vif du sujet, donc, je le disais, l'armée russe affirme que plus de 2400 militaires ukrainiens qui étaient dans l'usine ou la Syrie, si vous le souhaitez, d'Azovstal, et qui se sont rendus depuis le 16 mai. Quel sort, monsieur Gamal Abina, sera fait à ces militaires qui ont été évacués, des militaires ukrainiens, mais également des militaires ou des soldats ou des combattants étrangers? Monsieur Gabina? Simplement, le sort qui risque d'arriver, ce sera sans doute un jugement, puisque les Russes ont parlé de faire un Nuremberg pour ces hommes. Alors évidemment, aujourd'hui, beaucoup de personnes trouvent ça dommage. Peut-être en termes de droit, ils considèrent que les Russes ne respecteront pas les règles de l'art. Mais en vérité, les Russes ont annoncé dès le départ qu'ils en finiraient avec ces néo-nazis, qui sont des néo-nazis, quoi qu'en disent certains occidentaux qui font semblant de pas voir ce qui se passe. Et effectivement, ils ont beaucoup de mal avec cette idée selon laquelle ils pourraient être jugés comme on a jugé les criminels de guerre à Nuremberg, qui ont été, je le rappelle tout de même, tous exécutés par pendaison en 1946. Alors très bien, monsieur Gamal Abina. Rappelons-nous, lorsque ces émissions se faisaient sur l'Ukraine, ici même sur ce plateau, et avec des invités, et il y avait même vous, monsieur Abina et monsieur de Koshko, les Russes avaient mis en garde, ou les autorités russes avaient mis en garde, tout combattant étranger qui viendrait s'aventurer en terre ukrainienne, car si il était soldat ou militaire ukrainien, il recevrait en conséquence donc de tout ce qui est prisonnier de guerre conformément à l'ONU, mais ceux qui ne l'étaient pas ne seraient pas considérés comme tels, et donc c'était à leur risque et péril. Je pense que le moment est là pour le démontrer, monsieur de Koshko. D'un certain point de vue, oui, il semblerait, mais on n'a aucune confirmation. Oui. Et les Russes, tout en ne le démentant pas, ne confirment pas non plus, officiellement en tout cas, qu'il y a eu plusieurs officiers d'active de l'OTAN, notamment des officiers supérieurs qui plus est, notamment un Canadien et un Américain, qui auraient été arrêtés ou capturés, et ce qui expliquerait d'ailleurs les tentatives, comme vous avez vu il y a maintenant 2-3 semaines, il y a eu des tentatives de sauvetage de certains de ceux qui étaient assiégés dans l'usine Azovstal, notamment par des vols d'hélicoptères, dont plusieurs ont été abattus. Quelquefois d'ailleurs, ironiquement, par des Stingers qui ont été fournis par les Américains. Et qui ont été donc capturés par les combattants de la République de Donetsk, puisque Mariupol, ne l'oublions pas, est dans la République de Donetsk. Oui, absolument. Oui, donc, oui, c'est évident qu'il y a là-dedans, il y a des mercenaires, purement et simplement. Il y a des officiers, visiblement, des gens en exercice, des armées de l'OTAN. En mission. Ce qui expliquait sans doute aussi l'insistance qu'avait le président français à essayer d'obtenir un couloir vers la mer, un couloir d'évacuation vers la mer,
ce à quoi les Russes répondaient qu'ils avaient organisé des couloirs d'évacuation et que les gens étaient libres ensuite d'aller où ils voulaient, mais c'était Vers évidemment le couloir essentiellement oui. pour les civils qui étaient retenus en otage par les militaires ukrainiens et évidemment une grande quantité de militaires, puisqu'ils ont été reclassés dans l'armée, des bataillons Azov et autres bataillons néo-nazis. D'ailleurs, là, quand on voit les arrestations de prisonniers qui se rendent, les Russes les font toujours se déshabiller pour voir les tatouages, et les tatouages sont assez gratinés au niveau des croix gammées, des portraits d'Hitler et autres de leur réjouissances qu'on peut trouver sur le corps de ces messieurs. Alors, puisque vous avez parlé de ces prisonniers et du sort qui leur sera donc réservé, il n'y a pas longtemps, justement, quand les prisonniers ou les militaires ont commencé à sortir, les autorités russes avaient parlé justement d'un éventuel échange de prisonniers, c'est-à-dire lorsqu'il s'agissait de militaires officiellement déclarés ukrainiens, il se pourrait qu'il y ait des échanges. Mais pour le reste, l'échange n'était pas du tout posé comme option, Monsieur Gamal Abina. C'est normal, parce que là, votre intervenant vient de faire référence au fait qu'il y ait des tatouages sur ces prisonniers. Alors, ça choque tout le monde, mais il y a quand même une chose qu'il faut rappeler dans le passé, c'est que les États-Unis, quand ils font la guerre en Afghanistan, considèrent que les combattants qu'ils ont en face d'eux sont des combattants illégaux. Ils les traitent donc comme autre chose que les combattants de guerre, autre chose que comme des troupes militaires, alors que c'était le cas. Ils vont les déporter à Guantanamo et leur feront un traitement qui ne sera évidemment pas du tout dans les règles de l'art ni du droit international, même américain. Ils sont interdits de recevoir le minimum syndical de défense que n'importe quel prisonnier de guerre devrait recevoir parce qu'ils ne reconnaissent pas les conventions internationales de Genève. Et donc là, vous avez le même cas de figure. Les Russes considèrent que ces néo-nazis qui sont revendiqués. C'est-à-dire que là, en Occident, on fait semblant de ne pas comprendre que Azov, ce fameux bataillon Azov devenu brigade Azov, a été recruté par l'armée ukrainienne parce qu'ils étaient ultra radicaux. Ces gens-là ont une logique qui est une logique d'extermination. C'est-à-dire que, comme les nazis, lorsqu'ils rentrent en URSS en 1941, ils se disent quoi? Ils se disent qu'ils ont des sous-hommes en face d'eux, ils ont des bolcheviks, c'est comme ça qu'ils les appelaient, ou simplement des Tatars, des Tatars ou autres peuples considérés comme étant inférieurs, et ils veulent absolument finir avec eux par la force et par la mort. Et donc les Russes le savent, pendant 8 ans, en 2014 jusqu'à maintenant, eh bien, elles bombardaient allègrement dans la région de Lugansk, Donetsk, bref, le Donbass. Ils ont tué près de 14 000 personnes, civiles essentiellement, puisqu'il n'y a eu que 3 000 combattants militaires qui défendaient ces régions-là du côté russophone. Et à l'arrivée, les Russes leur ont dit arrêtez. Ils ne sont pas arrêtés, ils n'ont pas respecté les accords du Minsk. Les Russes ont dit nous allons intervenir. Et quand nous interviendrons, nous ne considérerons pas ces combattants comme des combattants légaux, puisque logiquement, ça reste une milice, même s'ils ont été recrutés sur le tard. Et puis surtout des combattants qui affichent ouvertement leur néonazisme. Je vais vous donner un exemple très concret, par exemple. Dans cette usine qui a été prise par la force, ils ne se sont pas rendus comme ça par l'opération du Saint-Esprit, eh bien, il y avait à la fois, effectivement, des marines ukrainiens qui sont des légalistes, donc ceux-là sont traités comme des combattants de guerre classiques. Mais il y avait toute une population qui était mise en sous-sol comme des sortes de boucliers humains parce qu'il fallait absolument pas que les usines soient bombardées trop violemment. S'il y avait que des néo-nazis, évidemment, ça aurait été réglé rapidement. Mais surtout, il y avait d'autres combattants comme ce qu'ils appellent, alors je vous traduis rapidement en ukrainien, les Freikorps. Freikorps, ça veut dire monstre en ukrainien quand vous traduisez, mais pas seulement. Ça fait référence aux Freikorps allemands, qui étaient les premières milices d'extrême droite qui avaient donné le coup de poing en Allemagne à l'époque contre les bolcheviks. Donc, les Freikorps allemands ont inspiré les Freikorps ukrainiens, qui sont des néo-nazis ouvertement revendiqués. On n'est pas sur on n'est pas sur les enfants de cœur, on est sur des gens qui ont une idéologie raciste, d'extermination, revendiqués, qui ont massacré il y a 77 ans et dont les arrière-petits-enfants revendiquent encore cette filiation comme une sorte de fierté. Alors l'Occident fait semblant de ne pas le voir. Ils ont même envoyé des femmes, des combattants de cette usine voir le pape, et ces mêmes femmes qui avaient quand même, il faut le rappeler, dressé le droit très haut, comme le faisaient les Romains à l'époque, mais surtout quand les Hitlériens le faisaient, pour saluer de façon nazie la mémoire du Führer. Donc c'est ça qui est... En fait, ils ne s'en cachent pas. Donc, Absolument. ils ne peuvent pas être traités selon les conventions de Genève réservées aux prisonniers, puisqu'ils ne sont pas une armée légale. C'est bien cela que vous voulez dire, Monsieur Abina? Alors, c'est ce que j'explique, c'est pas ce que je dis. Je ne cautionne pas ça, je suis très clair. Un combattant qui a des armes entre les mains doit être traité comme un prisonnier de guerre, quoi qu'il en soit, puisque c'est une guerre. Mais
du point de vue soviétique, russe, excusez-moi, à chaque fois il y a des Oui. confusions de genre, parce Oui, qu'on confond beaucoup oui. les Russe, époques. oui. Donc du point de vue russe, de la Grande Russie, de cette fédération de Russie, ils sont considérés comme étant effectivement des idéologues d'extrême droite, et ça, ils le sont, militaires combattants qui sont au départ illégaux et deviennent légaux aux yeux de l'Ukraine, mais les Russes ne leur reconnaissent pas ces droits-là. Alors évidemment, je ne suis pas d'accord avec ça, je considère que quel que soit le combattant qu'on a en face de soi, il doit être traité et jugé à l'aune de ses crimes. Mais il n'en demeure pas moins que pour les Russes, il est probable qu'ils soient soit transférés dans des prisons en Sibérie, style goulag, ou soit simplement exécutés comme il avait promis au début de la guerre. Oui, c'est une option qui a été effectivement prise en compte ou même dévoilée par les autorités russes il y a 2 jours de cela. Donc c'est quand même envisageable, ce n'est pas écarté comme possibilité. N'est-ce pas, monsieur de Kochko? Non, regardez, ils ont... Oui. Il y a des choses encore un peu plus graves. Oui. D'abord, il y a un des chefs nazis bien connu qui a été arrêté donc quand il s'est rendu, quand il a fini par se rendre. Il a été emmené en véhicule pour le protéger des habitants de Donetsk qui voulaient évidemment le lyncher. Oui. C'est un de ceux qui a massacré quand même beaucoup de monde à Mariupol. Et n'oubliez pas que Mariupol, il y a eu 2 massacres. Il y a eu quand même un massacre en 2014. Lorsque Mariupol s'est associé au même référendum de Donetsk sur justement la demande d'autonomie, hein, puis même voire de rattachement à la Russie. Et à la suite de ça, les détachements justement de l'extrême droite ukrainienne, de l'ouest de l'Ukraine, sont venus massacrer les gens à Mariupol. Et on verra, on va sans doute découvrir les charniers de cette époque. N'oubliez pas que c'est vrai qu'ils ne traitent, et ça dans leur idéologie nazie effectivement, ils considèrent les gens de l'Est de l'Ukraine comme des espèces, c'est le mot qu'ils emploient, assobi ils disent. C'est-à-dire qu'ils considèrent que ce ne sont pas des êtres humains, donc qu'ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi, comme le faisaient leurs ancêtres effectivement dans l'ouest de l'Ukraine, notamment en Volhynie, en Pologne, où ils ont massacré en 1943 près de 100 000 personnes, polonais, juifs, russes et ukrainiens opposants. Alors, ils les considèrent comme ça. C'est dans la même tradition. Oui. Mais le plus grave dans cette histoire, c'est que ces bataillons Azov et autres ont été en fait choisis par l'OTAN pour faire les bataillons les mieux entraînés. Et ça fait plus de 8 ans, et il y a un porte-parole du Pentagone qui, il y a 2 semaines, l'a confirmé, ça fait plus de 8 ans qu'il y a des bataillons entiers qui sont entraînés, formés par les Américains et les Canadiens et les Britanniques, et qu'ils sont placés justement au sein des régiments ou des unités combattantes ukrainiennes du reste de l'armée pour notamment les empêcher de déserter ou pour les empêcher d'être trop mous avec les adversaires. Donc on a là quand même une responsabilité de l'OTAN dans la monstruosité de ces combats qui est assez importante, et malheureusement l'implication justement des Occidentaux de l'OTAN risque de faire se prolonger cette guerre beaucoup plus longtemps que ce qui aurait été ce qui aurait dû en tout cas se passer. Et puis bien évidemment tout ça au prix de massacres d'Ukrainiens et de Russes, mais dans l'ensemble l'Ukrainien est là-dedans utilisé comme chair à canon pour essayer de massacrer le plus possible de Russes, ce qui est dit ouvertement par la plupart des dirigeants occidentaux. Oui, c'est-à-dire vous faites bien de le dire, puisque de toute façon, nous avons la déclaration, ou si vous voulez, la décision du président américain Joe Biden qui a carrément aujourd'hui signé le fait, c'est-à-dire signé, si vous voulez, l'autorisation. 40 milliards de dollars. Voilà, les 40 milliards de dollars qui étaient promis pour l'Ukraine. Aujourd'hui, la signature s'est faite, donc la somme sera débloquée. Donc 40 milliards de dollars comme aide militaire, je suppose, à l'Ukraine, alors que l'Occident n'a pas cessé depuis le début de la crise de crier et de pleurer et de parler de crise. Alors en pleine période de crise, 40 milliards de dollars, je pense que c'est quand même pas une somme dérisoire, monsieur Gamal Abina. Alors, on va être très clair, parce que j'aime pas trop ces effets de manche américains qui consistent à faire croire qu'ils font une aide à l'Ukraine. C'est un peu comme le plan Marshall, c'est pas une aide, c'est un endettement.
Oui. Ils vont endetter l'Ukraine à hauteur de 40 milliards et ils subventionnent leur armée. Parce qu'évidemment, le matériel qui sera vendu à l'Ukraine, c'est le matériel américain. Ouais, vous faites bien pour la précision, oui. Oui, vous faites très bien. Parce que le côté on est généreux honnête, ça n'existe pas aux États-Unis. Oui, ça n'existe pas, la charité. Il y a une réalité, c'est que l'Europe fait de même, 20 milliards. Donc on a 60 milliards pour des non-belligérants. Le problème, c'est qu'ils sont en train de rejouer la partition assez malsaine, à l'envers cette fois-ci, de ce qui est arrivé dans les années 30, en 36 pour être très précis, quand il y avait ces fameuses brigades internationales qui étaient destinées à soutenir évidemment le régime républicain face à Franco. Et bien là, ils font exactement à l'inverse. À l'époque, c'était les Russes qui soutenaient évidemment le régime républicain, donc les socialistes qui essaient d'être aidés par les communistes. Mais là, on est dans le sens contraire. Là, on voit que le vent souffle plutôt à droite, à l'extrême droite, et on va soutenir la brigade la plus radicale. C'est bien que monsieur nous rappelle qu'effectivement, ils ont été entraînés. C'est ça qui est inquiétant, parce qu'ils sont considérés, alors je fais un peu d'histoire, c'est un peu compliqué, mais je suis obligé de le dire. Oui, allez-y. Ils sont considérés comme les Waffen-SS. Alors c'est quoi la Waffen-SS? C'est la SS armée. C'était la milice hitlérienne destinée à protéger au début Adolf Hitler, qui est devenue la milice d'excellence de l'armée allemande, nazie pour être précis, pas allemande, puisqu'il y a le Wehrmacht d'un côté et la Waffen-SS. La Waffen-SS qui avait quasiment 2 millions de combattants à la fin de la guerre sous ses ordres, mais surtout qui était une brigade très fanatisée, très radicalisés par l'idée qu'ils étaient racialement supérieurs. On parlait tout à l'heure de sous-hommes, c'est les Untermenschen des nazis, et surtout la Waffen-SS qui avait plusieurs sections, dont la Das Reich. Alors la Das Reich, c'est quoi? Ils avaient des ZIG, les fameux ZIG qu'on croit être des S, hein, parce que la confusion est faite volontairement, ces fameux ZIG qui voulaient dire SS. Mais ZIG, ça veut dire aussi victoire. Et on retrouve exactement le même fanion de cette fameuse Das Reich qui appartenait, c'était la pointe de la Waffen-SS. On le retrouve exactement dans la brigade Azov, c'est-à-dire qu'il se réclame complètement non seulement des codes couleurs de l'idéologie et de la méthode, mais surtout du racialisme. Et les Ukrainiens SS en l'occurrence, ou néo-SS, on va les appeler néo-SS pour aller encore plus loin que le nazisme, n'hésitent pas à assassiner des gens parce qu'ils les considèrent comme sous-hommes. Et d'ailleurs, je tiens à attirer votre attention sur le fait qu'il y a une vidéo qui a circulé en Russie, vidéo qui doit attirer l'attention des gens et se poser des questions, dans laquelle on voit 3 prisonniers militaires russes sortis d'un camion dans la zone de Donbass, se faire tirer une balle dans la jambe. Alors autant vous dire de sang-froid, oui. Et surtout, on les voit avec un brassard blanc. Et ça, c'est intéressant, parce que ça m'a interpellé. Ce fameux brassard blanc qu'on avait retrouvé dans le massacre de Boutcha, de ces mêmes morts sur la route, qui avaient tous un brassard blanc, qui est le brassard d'appartenance de l'armée russe. Donc là, on se pose des questions sur la manipulation, et on se rend bien compte qu'il y a un problème. Mais c'est vrai que le rapport de ces néo-nazis revendiqués SS Das Reich, donc la pire section néo-nazie, eh bien ces néo-nazis sont aidés par l'Occident qui considère que finalement ça vaut la peine. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter il n'y a pas longtemps dans un débat où j'ai dit mais si vous aviez un seul néo-nazi dans l'armée française par exemple ou américaine, que se passerait-il? Ce serait un tollé général, il serait immédiatement démis de ses fonctions et poursuivi. Eh bien en Ukraine on peut en avoir 5000, il n'y a pas de problème, ça ne dérange personne. Oui, à partir du moment où c'est utilisé contre le voisin russe, donc c'est toléré. C'est pour ça que je disais cette histoire de Azovstal n'a pas livré tous ses secrets à partir du moment où Azovstal, il n'y a pas que des militaires ukrainiens, il n'y a pas également que le bataillon Azov, mais également il y a des agents exfiltrés. C'est pour ça que peut-être l'OTAN s'alarme, n'est-ce pas, monsieur de Koshko? C'est possible, encore une fois, je vous dis, ça n'est pas confirmé. Oui. Je pense que l'OTAN s'alarme aussi d'autre chose, c'est qu'il y avait un laboratoire aussi là-dedans, dans l'usine. Oui. Un de ces laboratoires de guerre bactériologique. Il faut le dire, ils en ont trouvé 30 à peu près, sur tout le territoire ukrainien. Il y en a certains qui se trouvent dans les territoires où il n'y a pas l'armée, russe. Mais enfin, on en a trouvé des traces. Et ils ont trouvé évidemment des échantillons et le genre de travaux qui étaient poursuivis, les méthodes de dispersion des produits qui allaient être mis au point, des virus ou des bactéries qui allaient être envoyées, notamment avec des oiseaux migrateurs, notamment avec, quelquefois, ils voulaient même des drones légers qui pourraient diffuser les virus au-dessus du territoire de la Russie. Et puis, évidemment, il y a eu quelques incidents, des fois, puisqu'il y a eu des protestations, ça même avant l'opération militaire, il y a eu des protestations en Ukraine et en Géorgie, de protestations des habitants qui ont eu des maladies bizarres à côté d'un laboratoire ultra secret, mais qu'ils savaient être gérés par les Américains, par des Américains, pour des opérations essentiellement de recherche pour essayer d'isoler un génome typiquement slave.
Alors, on a pensé russe, typiquement slave, ce qui n'est pas une mince affaire dans un empire comme la Russie, parce qu'évidemment, les mélanges de populations sont tels que pour arriver à trouver là-dedans Un jeune homme slave. des ADN typiquement slaves, Oui. typiquement russes, ça va quand même ça va être assez C'est difficile. du travail. Mais c'est la façon de réfléchir des Américains, ça, c'est assez étonnant. Enfin, étonnant, non, malheureusement. Mais enfin, en tout cas, c'est l'un des sens de la recherche, c'est d'essayer de rendre malades essentiellement des gens slaves. Alors, si la confirmation venait à être démontrée par A plus B, cela est très grave, Monsieur Gamal Abina. Cela est très grave. Alors, qui serait passible je veux dire, de poursuite dans ces cas-là? Le problème, c'est que là, on est dans une guerre dont les deux blocs sont évidents. D'un côté, le bloc de l'Est, l'ex-bloc de l'Est qui se reconstitue, et puis de l'autre côté, vous avez effectivement le bloc occidental qui serait dû juste à l'Europe et aux États-Unis. Il n'y a plus grand-chose derrière. Et donc, oui, ce serait grave, mais pour faire un jugement international comme Nuremberg, il faudrait effectivement que tout le monde soit d'accord, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'ils sont opposés. Il faut se rappeler quand même que les Ukrainiens, en 43, enfin 41, excusez-moi, en septembre 41, ont massacré ce qu'on a appelé par la suite l'Holocauste par balle, j'utilise le bon terme, mais non pas la Shoah. Donc, on massacrait 33 000 juifs à coups de balles dans la tête, juste à côté de Kiev. C'est pas un hasard si c'est du côté de la région ouest de l'Ukraine. Voilà. Et donc, et ça, c'est une question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'il reste de l'antisémitisme en Ukraine? Ben oui, malheureusement beaucoup, parce que le pays n'a pas été pacifié de ce point de vue, puisque l'URSS a mis une chape de plomb sur ce qu'on appelait le racisme et les questions ethniques. Ça avait été calmé par rapport à la question idéologique du soviétisme. Parallèlement à ça, pour répondre à votre question, qui peut oser aujourd'hui incriminer des Russes qui découvrent des laboratoires, alors on aura la preuve ou pas, ça c'est pas grave, mais qui découvriraient des laboratoires dans lesquels il y aurait effectivement des armes ciblantes bactériologiques à destination d'une population particulière, même s'il n'y a pas un peuple slave, ce sont des peuples très variés, je veux dire. Vous allez jusqu'en Mongolie, vous avez des Asiatiques, enfin c'est ridicule, mais bon, quoi qu'il en soit, il faut se rappeler, c'est une chose importante de rappeler pour vos auditeurs, enfin vos téléspectateurs, c'est que le seul pays au monde, le seul pays criminel au monde à avoir utilisé la bombe atomique, c'est les États-Unis, par 2 fois. Les 6 et 9 août 45 contre ces malheureux Japonais, dans un objectif uniquement civil. Et la seconde chose, le seul pays au monde à avoir utilisé des armes bactériologiques pour assassiner près d'1 million, vous entendez le chiffre, de Chinois, c'était encore les Américains dans la guerre qui les opposait aux communistes de Corée entre 50 et 53. Il y a eu 1 million de Chinois qui ont été assassinés avec des armes bactériologiques. Aucun pays au monde n'a pratiqué cela. Donc c'est vrai qu'on peut s'inquiéter de savoir, et les Russes ont raison de le faire, est-ce qu'ils ne vont pas utiliser finalement des armes bactériologiques, à la suite du Covid, c'est peut-être inquiétant, contre les populations russes ou même des populations simplement minoritaires dans les différentes régions qui peuplent l'Ukraine, qui sont russophones. Oui, alors dans ces cas-là, ils vont jeter l'opprobre sur tout ce qui va suivre, c'est-à-dire que quel que soit le virus maintenant qui va apparaître, on va également, et toute la population va se douter que c'est peut-être des manipulations virales et non pas, ce ne sont pas, comme dirait l'autre, des virus naturels, puisque de toute façon, on est en plein dans la manipulation des virus. Juste pour passer maintenant à notre troisième volet, le chapitre consacré toujours à cette crise ukrainienne ou les retombées de cette crise ukrainienne ou de cette guerre en Ukraine, c'est un petit peu le volet énergétique. Le volet énergétique qui devient carrément aujourd'hui une véritable arme de guerre. Et nous avons vu que la situation ou les relations entre la Finlande et Moscou s'est complètement dégradée après, bien sûr, les spéculations allant sur le fait que la Finlande pourrait peut-être rejoindre l'OTAN et être un membre intégré, et bien sûr la Finlande qui refuse de payer en roubles. Monsieur De Koshko, contrairement aux autres pays certains pays européens qui avaient donc cautionné et signé les sanctions contre les Russes, aujourd'hui se retrouvent en train de courir pour aller faire des transactions avec les Russes pour acheter leur gaz avec du rouble, contrairement à la Finlande qui a refusé. Alors aujourd'hui, comment voyez-vous, si vous voulez, le futur de ces relations entre la Finlande et la Russie concernant cette affaire du gaz? Enfin là, il faudrait le voir d'une façon plus large, parce que, bien évidemment, oui, la Finlande a refusé de payer, mais vous savez, la Pologne aussi, par exemple. Mais ça se fait avec beaucoup d'hypocrisie, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, elles peuvent parfaitement payer en euros, il faut simplement qu'elles ouvrent un compte auprès de la banque Gazprom, qui logiquement
devraient être frappées, les fameuses sanctions de l'Union européenne ou des États-Unis. Les États-Unis sont beaucoup plus prudents d'ailleurs sur ces sanctions, Oui. mais c'est surtout l'Union européenne qui paye les pots cassés, bien évidemment. Eh bien, il suffit d'ouvrir ce compte Gazprom, vous donnez des euros, et Gazprom convertit ça en roubles et paye en roubles au Gazprom ou Sans que aux cela fasse autorités autant de russes bruit. qui fournissent le gaz. Alors les Polonais ont fait semblant de refuser le paiement en roubles, mais ils ont fait ce qu'ont fait les Ukrainiens depuis un certain temps. Ils ont fait ce qu'ils appellent le reverse. C'est-à-dire, Oui, oui. soi-disant, ils achètent le gaz soit aux Slovaques, soit aux Tchèques, qui est en fait du gaz russe, mais qui revient en quelque sorte par l'intermédiaire financier D'un pays tiers. de Tchèques ou de Slovaques ou autres, qui évidemment se ramassent les commissions au passage. Donc, tout ça ne fait que coûter plus cher aux consommateurs, soit ukrainiens, soit polonais, et malheureusement, ça Soit risque finlandais. de coûter cher à nous aussi. Oui. Mais la question, c'est que bien évidemment, on ne peut pas se passer du gaz russe. Et d'ailleurs, ce dont on veut se passer au niveau du gaz russe, c'est déjà une imbécilité, puisque c'est beaucoup plus cher d'acheter le gaz américain que les Américains voulaient, le Oui. gaz de schiste qui est très polluant, de se passer d'être obligé de faire traverser des méthaniers dans l'Atlantique, alors que nous ici à Paris, par exemple, on nous fait des leçons en disant que les voitures diesel polluent terriblement quand elles roulent sur le boulevard périphérique, Oui. ou bien, et puis évidemment qu'on est obligé de construire des centres de déliquéfaction du gaz qui coûtent très cher, qui sont eux aussi très polluants, puisque là aussi les transports se font, alors qu'il suffit de mettre en marche le Nord Stream 2 qui est prêt, qui est même déjà chargé en gaz et qui est le procédé le moins polluant, le moins cher, qui coûte 4 fois moins cher à peu près. Mais là, la volonté idéologique, politique d'essayer de ruiner la Russie est évidemment la tentative essentielle. En fait, pour l'instant, la Russie ramasse un peu plus d'argent puisque, à cause de tous ces petits jeux, les prix de l'énergie ont grimpé. En fait, de ce fait, la Russie a des recettes qui sont assez importantes depuis 2 mois. Oui. Alors, Monsieur de Koshko, comme Monsieur Gabina, il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vais me tourner vers vous, Monsieur Gabina, mais je vous demanderai d'être bref. Alors, qu'est-ce qui a pris la Finlande aujourd'hui de prendre cette position? D'abord, de vouloir sortir de sa neutralité, ensuite de déclarer qu'ils ne veulent pas absolument donc aller vers le rouble pour acheter du gaz, alors qu'ils en ont besoin. Monsieur Abina. Il y a un contexte global. Vous avez noté que la Finlande ne rentrera pas dans l'OTAN parce que les Turcs s'y sont opposés. Oui. La Finlande a eu un contentieux très ancien avec les Russes, puisqu'ils ont gagné leur guerre en 1939 quand même, ce qui est rare. Et surtout, la Finlande ne veut pas tomber dans le piège, mais elle est tombée dans le piège, de valoriser le rouble qui vaut 0,015 pour $1 aujourd'hui. C'est même monté jusqu'à 0,16. Il n'a jamais été aussi fort. Oui. Le rouble est fort, le gaz coûte cher, le pétrole coûte cher, et les Finlandais croient pouvoir résister parce qu'ils croient pouvoir refaire le coup de 39. Malheureusement, c'est une erreur, une faute. Ils vont le payer parce qu'une faute, ça se paye. Ils vont la payer parce qu'une faute, ça se paye toujours. Oui. En vérité, les Russes ont gagné sur tous les fronts. Ils sont en train de gagner. L'Est de l'Ukraine, c'est réglé. Ils gagnent sur le plan économique parce qu'ils n'ont jamais été aussi riches qu'aujourd'hui. Et surtout, ils gagnent sur le rapport de force. Ils ont fait de leur monnaie une monnaie de référence, ce qu'on appelle une devise. Ils l'ont fait de force. Ils ont réussi un pari que les autres avaient fait comme bluff, mais les Russes n'ont pas bluffé. Ils ont imposé cette monnaie. Aujourd'hui, le rouble est là pour durer. Et malheureusement, pour l'Occident qui a fait un pari perdant, ils sont en train de perdre sur 2 fronts. Effectivement, le gaz coûte cher, mais le gaz liquéfié, qui est transporté des États-Unis vers l'Europe, coûte 4 fois plus cher, c'est bien le souligner. Donc, c'est les Européens les grands perdants de la guerre, c'est pas les Russes. Merci beaucoup, Monsieur Gamal Abina, pour cette explication, en plus d'avoir été aussi donc synthétique dans votre analyse. Notre émission tire à sa fin. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, pour ne pas dire du tout de temps. Merci à nos invités, Monsieur Gamal Abina. Je rappelle que vous êtes expert en relations ou en questions internationales. Monsieur de Koshko, vous étiez avec nous également comme Gamal Abina de Paris et par Skype. Je rappelle que vous êtes journaliste français. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Et le journal de 19h vous sera présenté dans un instant par Fatma Mehani. Merci, au revoir.